Madame, Monsieur, bonsoir. Lundi 21 octobre, bienvenue dans ce journal. Les assises nationales sur la décentralisation se sont ouvertes ce matin à Bamako. Pendant 3 jours, les experts feront le bilan de 10 années de mise en œuvre de la décentralisation au Mali et les défis à relever. Parmi ces défis, la non-effectivité du transfert des ressources financières aux collectivités. Pour le président de la République, 25% des communes du Mali ont une viabilité économique incertaine. Pour corriger cette insuffisance, il faut donc penser à un nouveau mode de gouvernance selon Ibrahim Boubacar Keïta. Le compte rendu de la cérémonie avec Bourama Traoré. Après plus d'une décennie de mise en œuvre de la décentralisation au Mali, l'heure est venue de jeter un regard rétrospectif sur ce mode de gouvernance. C'est tout le sens des assises nationales sur la décentralisation. Il s'agit de l'adapter au nouveau contexte sociopolitique du Mali afin de répondre aux enjeux de développement et de paix. Imprimant une forte identité nationale, la décentralisation pour tout dire, noue et entretient des relations multiples et multiformes. Partant, elle ménage les terreaux pour la préservation de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et de la refondation de l'État. N'est-ce pas là, Monsieur le Président de la République, la réponse idoine aux multiples interrogations et supputations autour de la question de prise en main par les populations de leur propre destin. Et ceci, à travers des collèges démocratiquement élus, jouissant d'une personnalité juridique et morale, dotés d'une autonomie de gestion administrative et financière. Autonomie administrative et financière à laquelle aspirent les collectivités. En effet, le transfert des ressources et des compétences n'est pas toujours effectif. Conséquence, 25% des communes du Mali ne sont pas économiquement viables selon le président de la République. Un autre constat peu reluisant, l'essentiel des ressources des collectivités provient des partenaires techniques et financiers. Comment donc l'État manifestera son engagement, surtout financier, afin que les collectivités territoriales disposent de ressources suffisantes et prévisibles pour assurer leur mission de service public aux populations? Est-ce qu'il n'est pas temps de véritablement mettre en œuvre l'instruction du Premier ministre relative à ce sujet qui est là depuis 2008 et aussi de faire les premiers pas pour augmenter les ressources des collectivités dans le budget de l'État? L'exercice de 3 jours devra donc permettre de réfléchir à toutes ces difficultés et d'y proposer des solutions idoines. Une nécessité pour bâtir un nouveau Mali avec un nouveau mode de gouvernance. Il s'agira notamment d'assurer une meilleure adéquation entre les ressources transférées et les fonctions assumées pour conserver au dispositif mis en place toute sa crédibilité. La vocation économique de la région devra être réaffirmée. Elle doit servir de point nodal pour accélérer le développement. Dans cet environnement rénové, nous ferons prévaloir une éthique de la responsabilité, exigeant de tous ceux qui détiennent des charges et responsabilités publiques un comportement exemplaire et réhabilitant le travail et le mérite. Une exigence de qualité et d'accessibilité au plus grand nombre des services publics. C'est pourquoi le gouvernement créera des maisons des services publics. Justice et droit, services financiers et services sociaux, qui seront des plateformes de services publics assumant une mission d'accueil, d'information et de conduite de formalités sur la base d'un partenariat entre les organismes représentés. Les exécutifs des collectivités ont parfois affiché un niveau élevé de corruption, singulièrement dans le traitement des questions foncières. Leurs attributions dans ce domaine devraient être clarifiées pour éviter des conflits à venir. Nous serons sans pitié pour ce domaine foncier. Que chacun se le tienne pour dit.
que chacun se tienne pour dit. Et de poursuivre que les insuffisances constatées ne peuvent pas occulter les acquis. Pour le président Ibrahim Boubacar Keïta, le processus de décentralisation a enregistré des progrès notables dans les domaines tels l'éducation, la santé, l'eau potable et les équipements marchands. Seul bémol, la participation citoyenne reste un défi à relever. La participation active de tous les citoyens à travers le renforcement des institutions démocratiques afin qu'émergent des communautés épanouies dans la nation. La promotion de l'égalité des chances à travers des politiques publiques de santé et d'éducation qui, corrigeant véritablement les inégalités de dotation initiale, offrent à chacun la possibilité de réaliser son potentiel par le travail. Enfin, il nous faut apporter des réponses définitives aux frustrations qui alimentent l'irrédentisme de nos frères Touaregs. Une part essentielle des propositions qui permettront de réconcilier les communautés qui forment la nation malienne gît dans un approfondissement de la décentralisation des pouvoirs publics. De ces assises de 3 jours devront sortir des orientations claires sur lesquelles l'État peut s'engager pour mieux conduire la politique nationale de décentralisation. Et vous pourrez suivre après ce journal le premier numéro du journal spécial sur les états généraux de la décentralisation. Dans cette édition, vous aurez l'intégralité du discours prononcé par le président de la République. Le journal spécial, une présentation de Amadou Sankaré et toute son équipe. Série d'audience cet après-midi à Koulouba. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a successivement reçu le vice-président du Conseil général de France, le directeur de recherche du Centre national de recherche scientifique de France et le secrétaire général du parti Istiklal du Maroc. Ce dernier a parlé de la coopération entre son parti et l'UMRDA du Mali. Quant aux 2 autres personnalités qui sont arrivées à Koulouba, elles ont abordé les questions de paix et de décentralisation. Le compte-rendu des audiences avec Adama Kodjo. Charles Josselin, ancien ministre français de la coopération, membre honoraire du Parlement et vice-président du Conseil général de son pays, est la première personnalité reçue par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Monsieur Josselin est arrivé à Koulouba pour témoigner de son amitié au chef de l'État. Occasion pour le vice-président du Conseil général de France de saluer la tenue des états généraux de la décentralisation au Mali. Nous avons évidemment parlé de la situation au Mali, de cette étape importante qu'il veut faire franchir à la décentralisation. Et je suis, et je le lui ai dit d'ailleurs, moi-même mobilisé pour que la coopération décentralisée vienne en appui de cette décentralisation du Mali. Je veux dire que les communes françaises qui ont des partenariats avec le Mali vont évidemment accompagner aussi cette étape. Nous avons bien sûr parlé aussi de la situation dans le Nord. Il m'a dit qu'il était très mobilisé, bien entendu, pour faire en sorte que les frères du Nord retrouvent une paix totale. Mais il m'a dit aussi qu'il était conscient que cette relation avec le Nord passait aussi par des investissements, notamment des infrastructures, de façon aussi à faciliter le lien entre le Nord et le Sud. André Bourgeot, le directeur de recherche émérite du Centre national de recherche de France, CNRS, est la 2e personnalité à qui le président de la République a accordé une audience au centre des échanges, le forum civique tenu samedi dernier à Bamako et la création d'une chaîne universitaire sahélo-saharienne dans notre pays. J'ai présenté une conférence à partir d'une approche historique sur les rébellions Touareg depuis celle de 1916 jusqu'à celle plus récente de 2011, 2012 et 2013. Je trouve que c'est très intéressant dans la mesure où il y a eu un débat de fond qui a duré d'ailleurs assez longtemps, donc ça veut dire aussi que l'auditoire avait envie de parler de ce genre de problème qui leur tient à cœur, et j'ai trouvé que l'échange, en tout cas de point de vue, était particulièrement chaleureux et positif.
Avec le secrétaire général du parti Istiklal, les échanges ont porté sur les relations entre cette formation politique et l'UMRDA, Union malienne du Rassemblement démocratique africain Faso-Djigui. Nous partageons ensemble des valeurs de tolérance et nous partageons ensemble une vision de prospérité, de progrès pour nos deux pays. Le Mali a traversé bien sûr une situation très difficile. Le Maroc a été l'un des pays qui avait participé, qui avait œuvré au niveau international pour que la stabilité, la démocratie et la paix soient rétablies au Mali. M. Chabat a réaffirmé l'engagement de son pays pour le retour définitif de la paix au Mali. Je vous l'annonçais dans les titres, le Premier ministre Oumar Tatamli était ce matin à Tombouctou où il a lancé la campagne de retour à l'école, une campagne initiée par le gouvernement et l'UNICEF pour faciliter la reprise des cours, une occasion mise à profit par le chef du gouvernement pour remettre des kits scolaires aux élèves de la cité. Au RTM Tombouctou, Adama Djimdi. Il était 9h07 quand l'avion transportant le Premier ministre Oumar Tatamli s'est immobilisé à l'aéroport de Tombouctou. Premier acte, entretien avec le collectif des imams de Tombouctou. À l'école Badou, le PM a eu droit à une leçon modèle axée sur la culture de la paix. Les enfants de Tombouctou ont mis à profit le lancement de cette campagne de retour à l'école pour lancer un appel à la face du monde. Nous prenons l'engagement de travailler inlassablement afin de rattraper le temps perdu. Nous sommes des enfants dont les voix sont souvent ignorées. Il est temps qu'on nous écoute. Cette visite du Premier ministre en présence des hautes personnalités de l'UNICEF, de l'UNESCO, du PAM et de la Banque mondiale a été bénéfique à plus d'un titre. Des kits scolaires et des kits enseignants ont été offerts aux responsables des écoles. Les partenaires se disent plus que déterminés à accompagner notre pays. Je réitère enfin l'engagement de l'UNICEF à appuyer le gouvernement du Mali en vue de prendre les décisions adéquates pour un meilleur fonctionnement du système d'éducation gravement touché. Ensemble, la société civile, les communautés et les partenaires techniques et financiers, les acteurs incontournables de l'école poursuivent leur appui au gouvernement dans une synergie d'action pour offrir la meilleure éducation possible aux nouvelles générations dans un Mali digne de ses enfants. Permettez-moi enfin d'exprimer à nouveau ma profonde gratitude à tous les partenaires techniques et financiers, organisations non gouvernementales, qui nous ont accompagnés pendant toute la durée de l'occupation. Une mention toute particulière pour l'UNICEF, qui nous a appuyés pendant toute la crise. Dans le cadre du cluster éducation, elle a mobilisé l'ensemble des partenaires, soutenu les missions du département de l'éducation dans les différents camps de réfugiés au Burkina Faso, au Niger, en Mauritanie, à Gao et à Tombouctou. Elle a permis à nos écoles de fonctionner en les équipant en mobilier scolaire, en tentes, en fournitures scolaires et en matériel didactique, faisant preuve d'une innovation financière qui ont permis de maintenir les canaux d'une assistance sans laquelle l'école n'aurait pas pu être maintenue dans ces régions. Sur cet appel, je déclare lancer la campagne Retour à l'école pour l'ensemble des enfants du Mali. Bonne année scolaire à tous. De son côté, le directeur de l'Académie d'enseignement de Tombouctou a fait une brève présentation de la situation de l'école en 6e région, une situation fortement marquée par la crise de 2012. Ajoutons que le Premier ministre, après avoir lancé la campagne de retour à l'école, est allé visiter le camp militaire et quelques infrastructures comme l'Institut Ahmed Baba. Sur place, le chef du gouvernement a rassuré des dispositions sont en cours pour améliorer les conditions de travail. Le récit de cette visite de Oumar Tatamli dans nos éditions de demain. Retour à Bamako, allant sur la rive droite, où le groupe scolaire de Faladiès Sokoran vient de lancer sa campagne Retour des enfants à l'école. Les responsables de l'établissement ont profité de la cérémonie pour faire le point de l'école dans le district de Bamako. Nando Dameli. La paix est de retour, l'école aussi. C'est le terme de cette vaste opération qui a pour maître mot offrir aux enfants l'accès à l'éducation. Cette campagne d'envergure nationale a été voulue et organisée par le ministère de l'Éducation nationale et son partenaire de tous les temps, l'UNICEF. L'objectif principal de la campagne est le retour et le maintien
d'environ 500 000 élèves et 9 000 enseignants à l'école. L'école de retour et la paix aussi, c'est tenté de dire, tant l'éducation est déterminante dans la vie de la nation. L'éducation nourrit les esprits, elle produit la connaissance, elle éloigne l'ignorance. Pour les enfants, le retour à l'école est le meilleur chemin vers leur avenir et leur espoir. C'est le lieu de saluer solennellement l'engagement de l'UNICEF, dont l'appui inestimable dans la construction et la reconstruction nationale nous a permis aujourd'hui de doter des élèves et des écoles en kit scolaire et kit récréatif. La cérémonie a été marquée par la remise des kits scolaires aux élèves et enseignants du groupe scolaire de Faladia Sokoro et un sketch appelant à la paix pour un retour sécurisé des enfants à l'école. Du primaire allant au supérieur, cette année, 4000 nouveaux bacheliers sont attendus à la faculté des sciences juridiques et politiques de Bamako. Les inscriptions commencent le 24 octobre prochain. Pour faciliter l'accès des étudiants à la faculté dans de bonnes conditions, le vice-recteur attire leur attention sur la corruption qui sévit en milieu universitaire. Pour en savoir plus, écoutons Moussa Diré, vice-recteur de la FSJP. Il est au micro de Batraoré. Les conditions d'inscription cette année sont les mêmes que les années précédentes, sauf que cette année, nous insistons beaucoup sur le respect de ces conditions. L'inscription est obligatoire, elle est personnelle, elle est individuelle. Et nous tenons à lancer un appel aux nouveaux bacheliers, aux militants de l'AM, aux responsables de l'AM, aux parents d'élèves, pour que ces conditions soient respectées. Les inscriptions commencent le 24 octobre. L'inscription fait 6 000 francs. 6 000 francs décomposés comme suit, 5 000 pour les frais d'inscription et 1 000 francs pour les frais de carte. Les étrangers qui s'inscrivent ici payent 250 000 francs et les professionnels 50 000 francs. J'insiste là-dessus parce qu'il nous a été rapporté que quelquefois, des personnes prennent de l'argent avec les étudiants, soi-disant pour les aider à s'inscrire. Et souvent des sommes assez élevées. Donc, que les étudiants comprennent que ces gens peuvent prendre l'argent avec eux et ne pas les inscrire. Quelque part, il y a quand même une volonté affichée des autorités supérieures de faire en sorte que tout marche selon les règles. Et nous nous situons dans cette perspective. Sur un tout autre sujet, la 6e réunion du comité des régulateurs nationaux de télécommunications des États membres de l'UEMOA se tient depuis ce matin à Bamako. Les participants devront élaborer, entre autres, un document relatif à l'homologation des équipements de télécommunications. Reportage de Adama Kodjo. L'homologation des équipements de télécommunications, l'établissement des listes des marchés dits pertinents et leur régulation. Telles sont les questions essentielles soumises aux réflexions lors de cette 6e réunion à Bamako du comité des régulateurs nationaux de télécommunications des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Le thème de la réunion est marché pertinent, définition, délimitation, analyse concurrentielle et réglementation et identification des opérateurs puissants. C'est thème choix parce que nous voulons que nous soyons de plus en plus compétitifs dans la sous-région. Et donc, dans ces conditions, on va essayer de mettre des règles assez strictes qu'on pourrait appliquer pour que la concurrence s'exerce mieux dans chaque État membre de l'UEMOA. La 6e réunion qui devait se tenir en 2012 à Bamako a été reportée à plusieurs reprises à cause de la crise qu'a connue le pays. C'est pourquoi le président en exercice du certain comité des régulateurs nationaux des télécommunications de l'UEMOA a salué la présente rencontre. Les autorités nationales dans l'espace UEMOA ont jugé opportun de disposer d'un cadre d'échange et de partage d'expériences ayant pour objectif de favoriser la coopération entre les différents membres et de promouvoir l'intégration régionale, le développement des réseaux et les échanges intercommunautaires. Le comité des régulateurs nationaux des télécommunications des États membres de l'UEMOA a vécu 10 ans, durant lesquels nous avions enregistré des résultats satisfaisants, mais aussi
des contre-performances dues notamment à l'insuffisance d'implication des acteurs que vous êtes. De cette tribune, j'invite tous les régulateurs ici présents à faire preuve, individuellement et collectivement, à plus d'engagement et d'implication dans l'exécution de vos programmes. La rencontre de Bamako s'inscrit dans le cadre des travaux préparatoires de la réunion des experts et des ministres en charge des télécommunications dans la zone UEMOA prévue dans les prochains jours. Le pèlerinage 2013 a pris fin. Hier soir, le ministre en charge des affaires religieuses et du culte a accueilli les premiers pèlerins de l'agence malienne de voyage et de services Al-Omra de retour à Bamako. Ils se disent tous satisfaits d'avoir accompli le 5e pilier de l'islam, à savoir la pureté de l'âme. Alpha Mega était à l'arrivée. Sans reportage. Nous sommes sur la piste de l'aéroport de Bamako-Sénou. À 19h04 se mobilise cet avion Boeing 767. Je suis très bien arrivé. Il s'agit là des premiers pèlerins de l'agence malienne de voyage et de services Al-Omra, qui foulent ainsi le sol malien. Au total, ils sont 270 pèlerins. Vraiment, ça s'est bien passé. Et on a fait un bon hajj. Ça va, tout va bien. Le hajj, il y a toujours des difficultés, mais l'essentiel, c'est de bien faire... commencer le Hajj et bien terminer. Les El-Hajj et Hajja sont accueillis par les autorités, parmi lesquelles le ministre en charge des affaires religieuses et du culte, pour qui le pèlerinage, c'est la pureté de l'âme. C'est du plaisir et du bonheur, parce que ces hommes et femmes qui y retournent, c'est la pureté de l'âme avec laquelle ils retournent. À la recherche de la foi, à la recherche de la lumière et de la pureté spirituelle, la souffrance devient le sel. Mais ces pèlerins, à tous les niveaux, ont toujours porté le message du Mali avec fierté et dignité. D'autres pèlerins sont attendus dans les heures qui suivent. Voilà, quelques problèmes techniques, mais tout est rentré dans l'ordre. Bon retour à nos pèlerins. Suite à la rencontre avec le ministère de la Santé, le bureau de l'amicale des médecins en spécialisation au Mali a suspendu sa grève de 72 heures. Écoutons le secrétaire général, Dr Drissa Sangaré, au micro de Garibou Pérou. Suite à la rencontre avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, suite à la rencontre avec la commission santé de l'Assemblée nationale, suite à la rencontre conjointe avec les représentants des encadreurs de CS et le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille, le bureau de l'amicale des médecins en spécialisation au Mali décide de la suspension de la grève de 72 heures qui a débuté ce lundi 21 octobre 2013. Par conséquent, l'amicale des médecins en spécialisation au Mali demande à tous ses militants et sympathisants de reprendre le service à compter du mardi 22 octobre 2013 à 7h30. Des assemblées générales d'information seront tenues dans toutes les structures hospitalo-universitaires concernées. Le bureau remercie tous les militants et sympathisants pour leur grande mobilisation. Bamako, le 21 octobre 2013. Pour le bureau de l'amicale des médecins en spécialisation, Dr Drissa Sangaré. Pour le syndicat national de la santé, Dr Lozeni Bengali. Pour les encadreurs des CS, professeur Ansel Konaté. En 5e région, le ministère du Travail, des Affaires sociales et humanitaires vient de mettre à la disposition des déplacés du Nord à Bamako, Koulikoro, Ségou et Mopti 2 bateaux qui peuvent accueillir 600 passagers. Un don qui s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Coût de l'opération, 250 millions de francs CFA. Moustapha Doumbia. Cette opération de retour volontaire des déplacés s'inscrit dans le cadre de la 19e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. C'est une initiative du ministère du Travail, des Affaires sociales et humanitaires qui a mis 2 bateaux à la disposition des déplacés de Bamako, Koulikoro, Ségou et Mopti. La rentrée scolaire du Nord est prévue pour le 21 octobre.
Donc c'est dans ce cadre que le département a décidé de rapatrier tous les volontaires par cette occasion. C'est pourquoi on a affrété les 2 bateaux. À Bamako, Koulikoro, on a embarqué 104. À Ségou, on a embarqué 114. Ici, à Mopti, on vient d'embarquer 388. Le coût de l'opération est à 250 millions à peu près. Les 2 bateaux ont pour destination les villes de Niafunke, Tonka, Direi, Tombouctou, Rarous et Gao. L'opération comporte également la prise en charge alimentaire des déplacés, les consultations médicales et l'approvisionnement en médicaments. J'ai visité toutes les cabines et jusqu'à la cuisine, j'ai été là-bas pour voir en tout cas quelles sont les dispositions. Vraiment, les gens vont se déplacer dans de bonnes conditions. Les différents ménages volontaires au retour recevront à leur arrivée des denrées alimentaires composées de riz, de maïs, de sucre, d'huile et de sel. La quantité totale de ces denrées est de 22 tonnes et demie. Une rencontre vient d'être organisée à Ségou pour renforcer le dialogue entre les communautés. Initiée par le Centre de dialogue humanitaire, elle regroupe les autorités et les élus des communes de la région. Kandesila. La rencontre de Ségou vise à instaurer un climat de dialogue par rapport à la gestion de la crise survenue au nord du Mali. Ainsi, à travers des projections vidéo de témoignages recueillis par le Centre de dialogue humanitaire à Dori au Burkina, Sali au Sénégal et à Gao, l'organisation tente de faire partager la vision et la perception de la société civile du Nord à leurs compatriotes du Sud par rapport à la crise et à sa gestion efficiente et durable. C'est une vraie chance que les gens soient capables de s'asseoir ensemble et de ne pas se cacher la tête dans un trou. Ils ont cette honnêteté, ils ont cette liberté de dire les choses. Ces gens sont là, ils sont les acteurs de la crise. Et donc il faut vraiment travailler à partir de cette honnêteté des gens. Cette démarche du centre HD, centre du dialogue humanitaire, s'inscrit en droite ligne des priorités nationales à travers la création de la commission dialogue et réconciliation et celle du ministère de la réconciliation nationale et du développement des régions du Nord. Les questions d'éclaircissement et autres propositions témoignent l'intérêt des participants à cette rencontre. Une rencontre dont l'objectif est de permettre à chacun d'œuvrer vers une réconciliation des cœurs et des esprits. Près de 3 milliards de francs CFA, c'est le budget 2014 de la commune urbaine de Sikasso, budget communiqué lors de la session budgétaire qui s'est ouverte ce lundi. Les travaux regroupent les conseillers communaux et le compte-rendu est de Sekou Konaté. Arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 2 milliards 991 millions de francs CFA, le budget 2014 de la commune urbaine de Sikasso se fixe comme ambition. Outre la maîtrise du fonctionnement, la modernisation de la cité. La priorité que nous envisageons, c'est véritablement l'assainissement et aussi les infrastructures scolaires éducatives. Et puis, nous avons envisagé aussi un peu la mission de faire face effectivement à la modernisation de notre culture. Des chantiers qui connaîtront une assistance substantielle des partenaires techniques et financiers. Parce que nous avons d'abord la Banque mondiale qui est là à travers le parcours de la coordination pour non seulement nous appuyer financièrement et nous appuyer techniquement par rapport à la méthodologie de mobilisation des ressources. Et plus, nous avons aussi l'ANICT qui en fait est l'État qui nous appuie effectivement dans certains cas et la CTB qui est réellement notre gros partenaire en matière d'assainissement. Et donc cet appui est véritablement à point nommé pour amener à sensibiliser les populations que s'il faut réellement solliciter l'appui des autres, il faut réellement que nous-mêmes nous fassions réellement ce que nous devons pouvoir faire. La balle est désormais dans le cas des populations qui doivent faire montre de plus de civisme afin de permettre au conseil communal de réaliser les attentes fortes en matière de modernisation de la cité du Kénédougou.
Ici, à Bamako, la 3e Assemblée générale des travailleurs de la région de Kidal s'est tenue ce matin à la Bourse du Travail. Réussir les conditions de retour à Kidal, élaborer un plan de carrière pour les travailleurs du Nord sont entre autres revendications des organisateurs. Compte rendu à Gali Ag Agissa. Les travailleurs de la région de Kidal sont prêts à retourner dans leurs services respectifs. Ils restent cependant attachés à la satisfaction de certaines revendications déjà portées à la connaissance du gouvernement selon le secrétaire général. La sécurité de tous les travailleurs, de leurs familles et de leurs biens. L'octroi sans délai de nos prix de transport, ce qui a été donné aux gens de Gao et de Tombouctou. L'accélération du processus d'indemnisation, l'élaboration d'un plan de carrière pour les travailleurs du Nord en général et ceux de la région de Kidal en particulier. Ces revendications requièrent l'adhésion de l'Union nationale des travailleurs du Mali, INTM. Si nous avons des obligations, l'État a des devoirs vis-à-vis de nous. Le devoir de l'État, c'est de tenir ses engagements prêts. Premier engagement, quand tu utilises quelqu'un, tu le mets en sécurité et en quiétude sur son lieu de travail. Qu'ils prennent des dispositions pour nous sécuriser sur notre lieu de travail. Deuxième engagement, des dispositions ont été prises par le gouvernement malien pour ceux-là qui, obligés de quitter leur lieu de travail, veulent y retourner 100 000 francs pour les frais de déplacement et 150 000 francs pour les frais d'installation. Que l'État s'acquitte aussi de cette obligation. Les agents socio-sanitaires et les enseignants sont les travailleurs sollicités actuellement par le gouverneur de Kidal qui avait déjà rencontré le bureau de l'INTM à propos de ce retour. Culture dans ce journal, la musique hindoue était à l'honneur samedi dernier à la pyramide du souvenir de Bamako. C'était à l'occasion de la soirée culturelle hindoue organisée par l'association malienne pour la promotion de la culture de l'Inde. La soirée riche en sons et en couleurs était présidée par le ministre de la Culture Bruno Maïga. Et c'était en présence de notre reporter Fademba Keita. Ces danses chorégraphiques, chants, interprétations de films et prestations du groupe Yaranga tirent leur source des danses classiques et semi-classiques du Moyen-Orient en général et de l'Inde en particulier. Les différents rythmes sont imités par l'Association malienne pour la promotion de la culture hindoue. Nous organisons chaque année la soirée culturelle hindoue. C'est pour initier la jeunesse au pas de danse, au sketch, à l'interprétation des films de ce pays. C'est dans le cadre d'un brassage culturel et de manifestation d'amour pour les différentes fourrures de danse classique de l'Inde. Cette soirée culturelle hindoue, dira le ministre de tutelle, est un espace de brassage de culture et de renforcement des relations entre ce pays et le Mali. Non seulement encourager l'initiative, mais adresser nos vifs remerciements aux promoteurs de cette association qui s'intéresse à la culture hindoue au Mali et les assurer de notre accompagnement pour les projets futurs, les événements futurs que nous voudrons bien mettre en place. Les pas de danse s'adressent aux filles, aux femmes et même aux hommes de toute morphologie. Ils apportent une meilleure condition physique, une perte de kilos assez rapide, une musculation plus ferme au niveau de l'abdomen, des cuisses et un soulagement pour les problèmes de dos. Voilà, donc de belles danses. La chronique santé du jour est en service d'urologie pour parler de calcul urinaire, des formations de corps étrangers dans les voies urinaires qui provoquent des douleurs terribles avant de contribuer à détruire le rein si rien n'est fait pour enlever les cristaux qui s'y sont incrustés. On apprend qu'en dehors des malformations congénitales, boire peu tout en consommant beaucoup d'aliments riches en calcium contribue à l'apparition des calculs. Focus Santé, c'est une réalisation de Tessira Emmanuel Dambélé. Les calculs rénaux désignent des formations de cristaux dans les voies urinaires, reins, urétères, vessie, urètre, présents chez 2 à 3% de la population mondiale. Les calculs rénaux, appelés également lithiase, concernent les deux sexes et tous les âges. Le chirurgien urologue professeur Ali Temeli reconnaît qu'en service d'urologie du CHU du Point G, 30% des patients consultent pour des douleurs qui conduisent à des calculs urinaires. Le premier signe, c'est la douleur. Maintenant, où se trouve la douleur, à quel niveau? Au niveau du dos,
ce qu'on appelle vulgairement au niveau du dos, mais nous appelons au niveau des fosses lombaires. C'est-à-dire que sous la 12e côte et un peu en arrière. Et c'est là-bas, sinon on peut dire sur les flancs. Il y a la douleur qui se manifeste là-bas, ça c'est un des signes. Le deuxième signe qu'il faut, c'est qu'il y a du sang dans les urines. Et ce sang, il peut être visible à l'œil nu ou pas. Après maintenant cette hématurie, il y a ce qu'on appelle la fièvre. Les lithiases résultent d'une sursaturation de la composition de l'urine pouvant donner des cristaux dont la taille peut varier de celle d'un grain de sable à celle d'une balle de golf. Mais l'alimentation et le climat chaud sont deux facteurs importants dans leur apparition. L'alimentation compte beaucoup parce qu'il y a les composants des différents aliments, donc des substances chimiques. Je rappelle ce qu'on dit, l'urine d'abord est composée d'eau, de substances chimiques et qui aboutit à une certaine concentration. Le calcul au préalable, il est formé de cristaux. Et ces cristaux vont grossir avec le temps et pour se fixer à un endroit donné depuis le haut jusqu'à la sortie. Quand il y a une sursaturation de l'urine, il va y avoir une formation de cristaux de calcul. Et avec le temps, il va y avoir effectivement une augmentation de ce calcul, la taille de ce calcul, jusqu'à empêcher l'écoulement des urines. Une forte consommation de viande rouge et d'aliments riches en calcium, une faible consommation d'eau et la déshydratation sont donc des éléments favorisants, de même que certaines malformations congénitales au niveau des voies urinaires. Mais les spécialistes rassurent, boire beaucoup d'eau et pratiquer un sport sont des moyens pour éviter ou évacuer les calculs avant qu'ils ne soient gênants. Mais quand les calculs grandissent et bloquent l'évacuation des urines, ils peuvent avoir des conséquences fâcheuses sur la santé de l'individu. La plus grave des conséquences des maladies, c'est l'insuffisance rénale. Et quand les deux reins sont bloqués et qu'il n'y a pas possibilité d'écoulement des urines, donc on finit par avoir une insuffisance rénale sans traitement et le décès peut en suivre. Mais avant cela, le patient aura traversé colique néphrétique et rétention d'urine. Pour éliminer les calculs qui résistent, les spécialistes passent par plusieurs méthodes. La chirurgie ouverte, la chirurgie percutanée, la chirurgie endoscopique en empruntant les voies urinaires naturelles. Mais depuis 2012, l'hôpital du Point G dispose de la dernière technologie en matière d'élimination des calculs appelée lithotripsie extracorporelle. Le calcul, il est dans l'oreille, ou il est dans l'urétère, ou il est même la vessie. Le patient vient, une fois que le diagnostic est posé, nous partons l'installer sur la table sans anesthésie, sans piqûre, et avec nos repères, nous arriverons à casser le calcul par onde de choc. Et ces calculs sont en général, il ne faut pas qu'ils dépassent 1,5 cm de diamètre. Rien n'échappe à cette méthode, que le calcul soit visible à la radio ou non. Je rappelle que vous pourrez suivre après ce journal le premier numéro du journal spécial sur les états généraux de la décentralisation ouvert ce matin. Dans cette édition, vous aurez l'intégralité du discours prononcé par le président de la République, le journal spécial, une présentation de Amadou Sankaré et toute son équipe. Et notez qu'il n'y aura pas de journal télévisé de formation ce soir. Retrouvez toute l'équipe demain après le journal de 20h. Sur ce, s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain soir, mais avant, Aïssata Ibrahim.